Jeudi 5 mars, en manchette. Tempête de verglas au Québec, les autorités font le point. La fuite de pétrole dans le golfe du Mexique est colmatée. Et bris d'accélérateur, Toyota rappelle 8 millions de ses véhicules. En direct de la salle des nouvelles du Collège La Cité à Ottawa, voici Sébastien Saint-Onge. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La tempête de verglas secoue le Québec depuis 10 jours maintenant. Le bilan des morts s'élève maintenant à 15 personnes et 365 000 abonnés sont toujours privés de courant. Vicky Lefebvre, la Sécurité publique du Québec et Hydro-Québec ont fait le point sur la situation aujourd'hui. Oui, en conférence de presse, le ministre de la Sécurité publique du Québec, Kevin Bastien, et le président-directeur général d'Hydro-Québec, Jonathan Bailey, ont tenu à rassurer la population. Dans les faits, 1500 équipes d'Hydro-Québec sont sur le terrain. Hydro-Québec a d'ailleurs dû faire appel à des renforts du côté de ses retraités. Les Forces armées canadiennes sont aussi venues soutenir la population. La nourriture des génératrices sont distribuées aux gens qui sont sans électricité. 225 centres d'hébergement sont présentement ouverts pour les gens qui sont dans les régions et qui n'ont pas de centre à proximité. On nous a assuré que dès que les routes seraient plus praticables, d'autres centres seraient ouverts. Et comme je vous dis, c'est présentement 1700 km de lignes électriques qui sont à être reconstruites. Selon M. Bailey, que vous entendrez dans quelques secondes, le plan de match est d'abord de rétablir l'électricité à Montréal, dans le centre-ville, pour ensuite se diriger vers les régions moins peuplées. Mais tout d'abord, je vous laisse écouter le ministre, M. Bastien, qui tient à rappeler à la population l'importance de suivre les règles de sécurité. En fait, en ce moment, c'est vraiment de continuer à diriger les gens vers les centres d'hébergement et de continuer à suivre les mesures de sécurité parce que la crise, la tempête ne s'arrête pas. Donc, en autant que la tempête ne diminue pas, il faut continuer à suivre les mesures de sécurité là, à la lettre. C'est parce que dans les grandes villes comme Montréal, on n'a pas le choix de rétablir l'électricité à Montréal dans les grandes villes, car c'est là que se trouvent les centres d'électricité pour ensuite le rediriger vers les zones rurales. Au moment où l'on se parle, quelles sont les mesures mises en place pour aider la population sans électricité? Bien, vous voyez les mesures, comme je vous disais, les centres d'hébergement sont ouverts, la nourriture, les génératrices. Mais là, la question, je vous dirais, c'est vraiment plus quand est-ce que l'électricité va revenir? Et ça, je vous dirais que autant du côté d'Hydro-Québec que du ministre de la Sécurité, c'est une question qui reste sans réponse puisque la pluie ne cesse de tomber et qu'on nous indique que les lignes qui ont déjà été rétablies sont encore endommagées par la pluie qui ne cesse de tomber, mais on nous assure que les équipes sont à pied d'œuvre pour rétablir le courant le plus rapidement possible. Vicky Lefebvre, merci beaucoup. Je vous en prie. Hydro-Québec refuse aussi de s'excuser pour la panne d'électricité provoquée par la tempête de verglas. La directrice des opérations de la Société d'État affirme que l'interruption du courant est due à des conditions météorologiques extrêmes et imprévues. Néanmoins, le distributeur et le gouvernement travaillent d'arrache-pied pour rétablir le courant et venir en aide aux sinistrés. Le reportage d'Édouard Rouet. Je ne présenterai pas mes excuses aux Québécois. La direction d'Hydro-Québec ne mange pas ces mots. Selon la Société d'État, l'ampleur sans précédent du tempête de verglas rendait inévitable des interruptions de service. Néanmoins, le distributeur public travaille avec acharnement pour rétablir le courant. Nous vivons présentement des conditions météorologiques exceptionnelles. Nos travailleurs, les retraités qui sont sortis de leur retraite pour nous aider, les bénévoles, les militaires ainsi que les renforts font leur possible afin de rétablir le réseau le plus rapidement possible. La guerre entre Hydro-Québec et la nature se poursuit toujours. Pendant qu'Hydro-Québec travaille à rétablir l'électricité, le ministère de la Sécurité publique prend en charge les sinistrés. Plus de 450 centres d'hébergement ont été ouverts pour garder les Québécois au chaud. Une ligne téléphonique a également été établie pour répondre aux demandes et aux questions des citoyens. C'est le 1-800-636-AIDE et puis c'est une ligne qui centralise toutes les demandes des Québécois. Si jamais ils ont besoin de biens, de services, de cordes de bois, s'ils ont des questions ou des inquiétudes, ils peuvent s'adresser à cette ligne téléphonique. À modérer et même limiter leur consommation. Hydro-Québec compte également prendre des mesures pour rendre le réseau électrique plus durable à long terme. La Société d'État compte profiter de la reconstruction pour renforcer son infrastructure. Et ça va être un réseau justement fortifié parce que après
la chute de certains pylônes, on peut maintenant les reconstruire le réseau de la même façon. L'électricité sera de retour ici à Montréal d'ici quelques heures, puisque c'est un centre important de distribution. Mais les Québécois en région rurale pourraient avoir à attendre plusieurs jours avant la fin de cette panne massive. Édouard Rouet, pour La Cité, à Montréal. Après avoir fait face à plus d'une vingtaine de suicides chez ses employés, la nouvelle direction de France Télécom compte mettre en place des nouvelles stratégies pour redorer l'image de son entreprise. Nous allons retrouver Véronique Charron. Alors Véronique, France Télécom a fait l'annonce de nouvelles mesures pour aider ses employés. Oui, en effet, France Télécom met en place un nouveau contrat social, selon les termes qu'a employé la nouvelle PDG de l'entreprise, Gabrielle Marcotte, pour soutenir ses employés. Les nouvelles mesures visent surtout à améliorer l'écoute envers les employés, par exemple en instaurant des aires de repos et un accès à des spécialistes de la santé. Quand on parle de spécialistes, ce sont notamment des spécialistes du niveau psychologique pour réduire le stress présent chez les employés. Rappelons que ces employés-là, justement, critiquaient beaucoup la pression dont ils étaient victimes avec la direction précédente et qui, on le sait, malheureusement, a amené à plus d'une vingtaine de suicides chez les employés. La nouvelle direction n'a pas voulu dévoiler de chiffres précis quant au nombre d'employés s'étant enlevé la vie en lien avec leurs conditions de travail. Elle justifie notamment ses propos par l'absence de conclusion confirmant que le suicide était dû aux conditions de travail. Je vous laisse entendre la PDG de l'entreprise, Gabrielle Marcotte, qui se dit confiante que le nouveau contrat social améliorera les choses. Étant donné que la fonction des ressources humaines sera plus proche de nos salariés, nous sommes confiants que les salariés vivront moins de difficultés dans leur vie professionnelle. Mais France Télécom a aussi un autre défi à relever, celui de redorer son image auprès de la population et de ses clients. Mais Mme Marcotte s'est dit confiante à ce sujet, toujours en citant les bienfaits qu'apportera, selon elle, le nouveau contrat social. Véronique Charron, merci beaucoup. Je vous en prie. La compagnie British Petroleum a fait le point sur la colmatation de la fuite pétrolière de la plateforme Deepwater Horizon. Une enquête est présentement en cours pour découvrir ce qui s'est passé lors de la crise de la marée noire de l'entreprise BP. La National Wildlife Federation en a profité pour décrire les conséquences sur la faune. Reportage de Cindy Castillo. Avec 4,5 millions de barils de pétrole dans la mer, l'entreprise British Petroleum a commis le pire déversement de pétrole de toute l'histoire des États-Unis. Un total de 800 000 litres de pétrole par jour a tombé dans la mer. Ce n'est qu'après 87 jours que la fuite principale a été colmatée avec du ciment et ce n'est que 2 mois plus tard que la fuite souterraine fut complètement arrêtée. La PDG de l'entreprise affirme que la compagnie n'aurait pas pu résoudre la situation plus rapidement. Nous prenons la responsabilité de la fuite, donc nous prenons la responsabilité aussi de la colmater. C'est sûr que c'était un peu long, mais on a fait de notre possible. Avec l'enquête qui est actuellement en cours, BP refuse de commenter la cause de l'incident. Une enquête présentement en cours pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé le 10 avril dernier. L'opération de nettoyage a coûté à l'entreprise approximativement 3,5 milliards de dollars. Un programme de compensation des personnes touchées a également été mis sur place. Jusqu'à présent, 147 millions ont été donnés. BP s'engage à investir le montant d'argent nécessaire à la population touchée. En plus d'avoir causé des pertes de plusieurs milliards de dollars, le British Petroleum a également causé des dégâts majeurs à la faune aquatique. Le bilan est lourd selon le US Fish and Wildlife Service. 34 000 animaux exposés au danger du déversement. Selon la PDG de National Wildlife Federation, le nombre d'animaux tués par le pétrole ne cesse d'augmenter. Elle affirme également ne pas avoir totalement confiance dans les promesses de BP. Nous espérons, mais nous ne pouvons pas nous promouvoir dessus leur cause à eux. Ce que nous, on dit, on espère qu'ils vont comprendre ce que nous, on veut et ce que nous, on a dit. L'information recueillie suite à l'enquête va être revue avec les différents départements gouvernementaux impliqués et par la suite, la compagnie déterminera les prochaines étapes à suivre dans l'opération de nettoyage. Cindy Castillo, Collège La Cité à Ottawa. 1100 employés de l'usine Olymel de Vallée-Jonction ont été mis à la porte. L'entreprise québécoise spécialisée dans la transformation de viande a annoncé aujourd'hui la fermeture de son usine. Yvonne Abracus était sur place.
les employés de l'usine de Vallée-Jonction se trouvaient face à un choix difficile. Ils avaient à choisir entre la perte de leur emploi ou une réduction salariale de 30 %. Cette offre vient après 2 autres propositions qui ont toutes 2 été rejetées. On a vraiment fait des négociations comme avec le négociateur Tania Fournier. On a fait 3 négociations officielles avec le syndicat aussi, qui a pu vraiment regarder l'ensemble des salaires. C'est lorsque ces 2 propositions ont échoué que les dirigeants d'Olimel ont eu à faire recours à l'ultimatum. Ils précisent que la situation économique dans laquelle ils se trouvaient ne leur a pas donné le choix de faire autrement. Il y a eu un début de négociation. Il a fallu qu'on passe à l'ultimatum parce que, dans le fond, le syndicat et les employés ne comprenaient pas la gravité de la situation. Les employés ont fini par voter à 98 % en faveur de la fermeture de l'usine. Le syndicat justifie ce choix en disant que la baisse salariale proposée était simplement hors question. Accepter une baisse de salaire aurait pu être une bonne idée. Par contre, 30 % est beaucoup trop. 12 000 $ par année, ça affecte complètement la vie de les familles et de la communauté de Vallée-Jonction. De leur côté, les représentants de l'entreprise Olimel jugent qu'une telle réduction est parfaitement raisonnable. Un employé à l'usine de Vallée-Jonction gagne environ 60 000 $ par année, alors que le salaire moyen annuel au Québec s'élève à 34 000 $. Ils se défendent aussi en disant que la décision revenait entièrement aux employés. C'est les employés qui ont eu le choix. Donc, je peux comprendre une réduction dans leur salaire sur une année, mais c'est vraiment mieux qu'une perte complète de leur emploi. Maintenant, le syndicat demande l'intervention gouvernementale pour garder l'usine en vie. L'ultimatum n'était pas acceptable à leurs yeux, mais personne ne veut vraiment voir l'usine fermer ses portes. Giovanna Bracus pour le Collège La Cité à Ottawa. Au retour, Véronique Charon avec le reste de l'actualité. Bonsoir, mesdames et messieurs. Plus de 650 victimes ont été affectées par l'épidémie du virus E. coli causée par l'eau contaminée à Walkerton, en Ontario. Depuis 4 jours, 3 enfants ont perdu la vie. On retrouve notre journaliste Nina Guy qui est sur les lieux. Donc, Nina, est-ce qu'il y a d'autres victimes qui ont été confirmées depuis la mort des 3 enfants? Eh bien, Véronique, depuis le début de la contamination, la mairesse de Walkerton, Sarah Toussignan, affirme qu'il ne devrait plus y avoir de victimes de cette contamination. Par contre, les personnes les plus susceptibles à cette maladie sont les personnes âgées et les enfants. Également, une enquête a été lancée et depuis le début de la contamination, 3 jeunes enfants, dont l'un est âgé de 2 ans, sont décédés de la maladie. De plus, plusieurs patients de l'hôpital de London, en Ontario, qui sont en état critique, ont été transférés à l'hôpital de Walkerton pour se faire soigner plus rapidement. De plus, avant le 21 mai, la directrice de la santé publique, Daphné Giroux-Desjardins, n'a pas pu déterminer si l'eau était la seule cause de la maladie. Par contre, considérant qu'ils ont reçu les résultats aujourd'hui, elle a pu déterminer que l'eau était la seule cause de la maladie et que la nourriture n'était pas reliée. Également, la directrice a pu nous affirmer aujourd'hui qu'elle a tout fait en son pouvoir pour être capable d'aviser la population de la contamination. J'ai émis l'avis d'ébullition et l'ordre dans les temps avec les informations que j'avais. Donc, toutes les mesures ont été respectées. Également, la mairesse a affirmé aujourd'hui qu'elle a un message important à dévoiler à sa communauté. De rester fort dans le fond et de prendre soin des uns des autres afin de, dans ces moments difficiles, il est très important de rester à l'écoute puis de respecter l'ordre d'ébullition qui a été émis par la santé publique. Et est-ce que cette contamination pourrait se propager hors de la communauté de Walkerton? Non, la mairesse a dévoilé aujourd'hui que la contamination ne devrait pas se propager hors de la communauté. Également, la directrice de l'hôpital de Walkerton, Élise Gravel, a affirmé que l'hôpital ne devrait plus recevoir de victimes qui ont succombé à cette maladie. Également, la mairesse a affirmé aujourd'hui qu'elle ne pouvait pas dévoiler quand l'ordre d'ébullition devrait être levé. Par contre, la mairesse a dit qu'elle fait tout ce qu'il y a en son pouvoir pour rétablir les puits et assurer la sécurité des citoyens de Walkerton. Nina Guy, merci. Je vous en prie. Buffalo Grill réagit aux accusations de vaches folles dans ses restaurants. La compagnie a décidé de maintenir sa confiance aux 4 dirigeants de l'entreprise mis en examen par la justice. Un site Internet a aussi été ouvert pour informer le public. Un reportage de Mama Afou.
Nous n'avons rien à se reprocher. C'est d'un ton ferme que les dirigeants de Buffalo Grill se sont présentés devant les médias pour défendre leur compagnie. La chaîne de restauration française spécialisée dans les viandes grillées est dans la tourmente depuis les révélations d'un ex-employé. Noël Trosselier, boucher à District Coupe, filiale du groupe Buffalo Grill, affirme que le groupe a importé du bœuf britannique après son interdiction en France en 1996, après l'éclatement de la crise de la vache folle. La compagnie remet en cause les propos de l'ancien employé. On a confiance en d'autres employés qui nous donnent des preuves sur le fait que M. Noël Trosselier aurait menti. C'est-à-dire que... Depuis les accusations de Noël Trosselier, 4 dirigeants de Buffalo Grill et de sa filière de découpe Distro Coupe ont été mis en examen suite à la violation de l'embargo sur le bœuf britannique. Malgré les accusations de la justice, l'entreprise a décidé de maintenir ses dirigeants et la structure de son entreprise. Nous gardons les mêmes éleveurs, nous gardons les mêmes personnes d'abattoir, nous gardons le même centre de découpe qui est notre filière privée d'approvisionnement, donc District Coupe. Nous gardons tout. Après, je suis revenu sur l'aval pour rapprocher un peu tout le monde. Depuis l'éclatement de la polémique, Buffalo Grill a connu des difficultés auprès de sa clientèle. C'est pour contrecarrer les rumeurs et redonner confiance à sa clientèle que la compagnie a décidé de créer un site Internet pour informer les gens. Notre site Web pour répondre aux quelconques interrogations des clients, peu importe, on veut montrer notre transparence. Les accusations contre les dirigeants de Buffalo Grill pourraient connaître rapidement des rebondissements liés à des irrégularités de procédure. Les avocats de la défense vont faire appel de la décision dès la semaine prochaine. Buffalo Grill n'a pas l'intention de se laisser faire. Mama Afou, Collège La Cité, à Ottawa. Désastre pour les voyageurs de JetBlue Airlines. En ce jour de la Saint-Valentin, 23 % des avions de la compagnie ont été cloués au sol. Un reportage de Francis Gourde. C'est le chaos et le mécontentement qui règnent à l'aéroport John F. Kennedy. Des milliers de passagers sont présentement captifs et ne peuvent pas s'envoler vers leur destination en raison de la tempête qui frappe la côte est américaine. Au total, 139 vols ont été annulés, une crise sans précédent dans l'histoire aérienne. Débordés par les événements, la PDG de JetBlue Airlines a expliqué que la situation est due à une faiblesse de leur côté. Nous avons eu une faiblesse dans notre système. Donc, on a trouvé qu'il était préférable qu'on annule 23 % de nos vols parce qu'il y a des avions de marque 199 qui n'étaient pas prêts. C'est des avions qui ont été affectés. Donc, on voulait que ces avions-là puissent être réparés pour rétablir notre système. La faille s'est produite parce qu'au moment de la tempête, plus de 650 agents utilisaient le système, qui a causé une chute du système parce qu'ils ne pouvaient pas prendre plus de 650 agents. Nous avons développé plus d'outils. JetBlue Airlines assure aussi que des mesures ont été mises en place pour éviter qu'une situation semblable se répète. Les employés de la compagnie ont suivi une formation qui leur permet de gérer des situations de crise similaires. Notre entreprise a maintenant formé tous nos employés. Nous avons fait des formations. Et puis notre plan de communication est maintenant à jour. De plus, la compagnie tient à dédommager ses clients. Pour ce faire, elle a introduit une charte des droits des voyageurs. Elle permettra aux voyageurs qui n'ont pu voyager d'obtenir 25 $ par heure de retard. Malgré une journée difficile, JetBlue Airlines garde la tête haute. Elle soutient que tous les voyageurs vont arriver à destination d'ici les prochains jours. Francis Gourde, pour La Cité, à New York. Près de 8 millions de véhicules de la compagnie Toyota ont des problèmes avec les pédales d'accélération. À cause de ces difficultés, près de 275 000 conducteurs ont retourné leur voiture à l'entreprise. Notre journaliste Ivana Leba est présentement à la conférence de presse. Alors Ivana, quelles sont les autres conséquences de ces complications techniques? Eh bien, en tout, il y a beaucoup de conséquences, mais pas seulement au Canada, mais aussi à travers le monde. Il y a 2,3 millions de personnes qui ont retourné leur voiture à la compagnie Toyota aux États-Unis et il y en a 1,8 million en Europe. Alors, pour vous expliquer brièvement quel est le problème, c'est le tapis du conducteur qui reste coincé en dessous de la pédale d'accélération, ce qui ne fait qu'on ne peut plus l'utiliser et ce qui cause des accidents. Alors, parmi toutes les marques de la compagnie Toyota, il y en a seulement 8 qui sont le plus susceptibles d'avoir ce type de problème, comme par exemple la Corolla, la RAV4, la Highlander et plusieurs autres. Alors, la compagnie Toyota a décidé d'investir 2,3 milliards de dollars dans les frais de réparation. Alors, on va écouter maintenant un extrait des représentants de la compagnie qui offrent les solutions, mais juste avant, on écoute la présidente qui tient à s'excuser au public. Nous sommes profondément désolés
de la part du groupe Toyota pour tous les incidents qui ont pu survenir. Et puis, nous nous efforçons pour apporter les mesures nécessaires pour que cela n'arrive jamais. Une barre de renfort de précision en acier sera installée dans l'assemblage afin de réduire la tension de surface entre le sabot de friction et la surface adjacente. La société a confirmé l'efficacité des pédales nouvellement modifiées qui avaient précédemment démontré une tendance à se coincer. Voilà, alors c'est ce que la présidente et les représentants de la compagnie avaient à dire. Ils ont aussi trouvé une autre solution. À partir de maintenant, ils vont joindre par email et par téléphone chaque conducteur d'une voiture Toyota afin qu'ils aillent dans les concessionnaires pour réparer leur véhicule afin d'éviter d'autres accidents mortels. Ivana Leba, merci. Je vous en prie. Au retour, le mot de la fin avec Sébastien Saint-Onge. À la météo, on attend du temps froid pour les prochains jours, ce qui n'aidera pas les travailleurs d'Hydro-Québec à rebrancher les usagers. Les sinistrés des épisodes de verglas devront s'habiller chaudement puisque les nuits seront particulièrement froides. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se donne des rendez-vous demain pour toutes les nouvelles de l'actualité. Au revoir.